Il s'agit de la deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, mais elle bénéficie de peu de financement pour sa conservation selon les critiques et fait face à de multiples menaces. Nous allons présenter les objectifs de l'appel à l'action, son alignement sur la feuille de route du partenariat pour les forêts du bassin du Congo adopté au Gabon en 2025, les priorités de mise en œuvre, les défis, ce que cela signifie concrètement pour les gouvernements, les communautés et les partenaires qui travaillent sur le terrain, ainsi que les prochaines étapes pour traduire cet engagement historique en un impact durable dans tout le bassin du Congo. Permettez-moi donc maintenant de vous présenter nos intervenants. Nous avons plusieurs. Nous avons Emmanuel Tadok Mihara, qui est prof à l'Université de Kinshasa et conseiller au ministère de l'Environnement du RDC. Il va mener euh, le CFP de 2026 à 2028 au nom du gouvernement du RDC qui a le mandat de présider et faciliter le CBFP. Nous avons aussi Joseph Itongwa, qui est coordinateur régional du réseau des peuples autochtones et des communautés locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Nous avons aussi Dorothée Marie Lissenga, qui est présidente nationale de la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Elle soutient aussi les communautés autochtones au sein de l'ONG FNCND. Nous avons aussi Semini Kamche Raoul-Antoine, qui est coordinateur adjoint de la Coalition des organisations de la société civile pour le bassin du Congo. Il est également directeur général d'Afrique Environnement Plus, une agence d'information spécialisée dans l'environnement. Nous avons aussi avec nous Margot Lesange, qui est chef du bureau de la division des forêts communautaires du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans la République démocratique du Congo. Elle est aussi gestionnaire de le ministère de l'Environnement du Community Forest Database. Nous avons aussi Simon Hopkins, qui est un membre britannique du conseil d'administration de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, et il est aussi l'actuel président. Il fait aussi partie du Foreign Commonwealth et Development Office au Royaume-Uni. Maintenant que nous avons fait ces présentations, commençons par la première question pour Emmanuel. Pour la première question, pour ceux qui découvrent ce sujet, qu'est-ce que l'appel à l'action de Belém pour le bassin du Congo et pourquoi est-ce que ce moment est important maintenant? Ok, merci beaucoup tous les participants et Madame la modératrice pour votre belle introduction. C'est avec fierté personnellement aujourd'hui, pour la première fois, je m'exprime lors de ces webinaires et je vais en toute honnêteté remercier les organisateurs pour cette invitation, n'est-ce pas? Surtout l'inscription du bassin du Congo dans l'agenda du Land Portal. Et je remercie aussi tous les partenaires. Je parle ici des TENI Facility et des Ford Foundation. Mais également aussi, je suis très reconnaissant de votre intérêt pour ces sujets d'actualité qui est la protection des forêts du bassin du Congo, notamment en lien avec l'appel de Belém, que nous apprécions énormément. Et nous sommes très heureux de cette collaboration entre votre organisation, les organisations partenaires, mais également aussi avec le partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous avez déjà eu le temps de me présenter. Donc, je suis le co-facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo entrant et pour le compte de la République démocratique du Congo, un mandat que nous allons co-présider avec un partenaire nord pour 3 ans pratiquement, donc de 2026 ici en 2028. Alors, avant de répondre clairement à la question, permettez-moi aussi de faire un petit recul parce que l'appel de Belém a été porté par le partenariat pour les forêts du bassin du Congo avec l'ensemble de tous les partenaires et avec une note particulière que nous allons relever ici. Un travail de fond a été fait entre le pays du bassin du Congo, donc de l'Afrique centrale, mais également aussi les donateurs, le pays nord, mais également aussi tous les autres partenaires. Alors, le partenariat en lui-même du forêt du bassin du Congo, c'est un partenariat de type D dans les systèmes des Nations Unies qui est inscrit dans le partenariat des UNDSA. Et il a été lancé pour ce qui
sont moins informés sur le partenariat en 2002 en réponse à la résolution 54-120-214, j'allais dire, des Nations Unies, de l'Assemblée générale, qui a appelé en son temps la communauté internationale à appuyer les efforts des chefs d'État du bassin du Congo, notamment en lien avec la déclaration de Nanef de Yaoundé. Donc, cet appel de Belém, c'est un appel clé qui traduit la volonté exprimée des États membres, mais également aussi de tous les parties prenantes, pour inverser la déforestation au niveau du bassin du Congo. Pourquoi le bassin du Congo? Parce que le bassin du Congo, c'est une zone au centre de l'Afrique où nous avons la forêt tropicale et la plus et la mieux protégée dans les contextes actuels, où la plupart des forêts tropicales ont été surexploitées. Et en ces titres, le bassin du Congo, la forêt du bassin du Congo, c'est pratiquement le premier poumon actuellement en termes de séquestration parce qu'il y a des recherches qui documentent la valeur de cet écosystème par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Et c'est un écosystème qui participe à l'équilibre global par rapport au climat, mais également c'est un hotspot de la biodiversité avec beaucoup d'avantages. Voilà un peu globalement ce que nous pouvons dire en quelques mots. Voilà. Et nous allons revenir dans les détails parce que les forêts du bassin du Congo contribuent à hauteur pratiquement les 40% des précipitations annuelles, non pas seulement au niveau du bassin du Congo, mais aussi les régions voisines. Je vois ici la zone soudanaise au niveau du Sahel, mais également aussi la partie du Kalahari au sud et les précipitations ici du bassin du Congo avec la circulation locale contribuent au niveau du bassin du Nil. Donc, si aujourd'hui nous avons les Nils, nous avons les grands barrages de la Renaissance, le bassin du Congo apporte une très, très grande contribution. Et c'est pratiquement autour de près de, selon les derniers rapports de la Banque mondiale, c'est près de 1,5 milliard de personnes qui dépendent des services ici de ces bassins. Donc, c'est un bassin qui est très, très important, bien sûr, à côté d'autres grands écosystèmes, notamment l'Amazonie. Et du point de vue économique, la valeur de ces bassins est inimaginable. Donc, aujourd'hui, il y a de l'eau douce dans ces bassins avec beaucoup d'avantages pour la communauté au niveau local et au niveau international. Donc, nous n'avons pas, pour notre génération, intérêt de pouvoir perdre cet écosystème et nous avons les devoirs de le protéger, les devoirs de l'entretenir et de bien les gérer pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Voilà pourquoi cet appel a été pensé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, pour avoir donné ce contexte important pour cet appel à l'action. Maintenant, je vais passer à la parole à Margot Lesange. De la point de vue des gouvernements, euh, qu'est-ce qui va réalistiquement déterminer si l'appel de l'action à Belém va passer au-delà d'un engagement politique pour la mise en œuvre au niveau national? Merci beaucoup pour cette question. Donc, premièrement, en République démocratique du Congo, j'aimerais circonscrire un peu un contexte par rapport à la gestion de forêt, où nous avons depuis 2002 la République démocratique du Congo qui a pu promulguer le code forestier. Le code forestier qui réglemente un peu la gestion de forêt, donc dans le but évidemment de réduire la déforestation. Et nous avons aussi d'autres instruments juridiques, entre autres le processus de foresterie communautaire qui a été mis en place depuis 2002 toujours, qui consiste à l'implication ou la responsabilisation de communautés locales à la gestion durable des forêts et également en vue de leur développement socio-économique. Mais nous avons également le moratoire sur les concessions qui a été mis en place depuis 2002. Et nous avons également d'autres mécanismes de lutte contre la déforestation où nous avons le REDD+, nous avons aussi les contributions déterminées au niveau national. Mais actuellement, la République démocratique du Congo a pu mettre en place un programme qui a été
prise par Madame la ministre et actuelle, donc le professeur Marie Nyangwe, qui parle de la forêt, c'est nous. Donc, qui vise à restaurer 8 millions d'arbres d'ici 2030, justement pour éradiquer cette question de la déforestation. Et au niveau interne, donc je donne mon avis en tant qu'expert, pour que cet engagement puisse se concrétiser, nous pensons qu'il faudrait d'abord renforcer les textes qui existent déjà, parce que nous avons le texte qui existe. Donc, il faudrait renforcer les textes qui existent déjà, sensibiliser les acteurs sur l'importance de la gestion durable des forêts, mais également aller dans le sens d'appuyer financièrement l'élaboration des outils de gestion durable, où nous avons entre autres le plan d'utilisation de terres, dans le cadre de concessions forestières de communautés locales, où nous avons le plan simple de gestion, qui sont donc des outils d'aménagement d'espace, qui vient donc renforcer la gestion durable. Et il faudrait donc développer également des projets d'agroforesterie, donc avec le projet de régénération naturelle assistée également, le projet de reboisement de certains espaces dégradés. Mais appuyer également le développement de l'économie locale. Pourquoi? Parce que les communautés locales aujourd'hui ne vivent que de la forêt et nous ne pouvons pas aujourd'hui concrétiser l'appel des Belém qui a pour objectif d'inverser la déforestation si nous n'arrivons pas à appuyer ces communautés locales qui ne vivent que de la forêt, qui ne vivent que de l'exploitation de bois d'œuvre. Donc, il faudrait donc appuyer la création des alternatives où nous avons par exemple appuyer le projet, les projets de production ou le projet de cacaoyer ou de café, appuyer d'autres projets alternatifs donc pour faciliter les communautés locales à la réduction de la déforestation et la perte de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci Margot Losange d'avoir permis de cette perspective gouvernementale et de nous avoir expliqué ce qu'il faut faire pour que ce soit mis en œuvre au niveau national. Je vais passer maintenant la parole à Joseph Itongwa. Si cet engagement est bien mis en œuvre, à quoi ressembleraient quels changements concrets pourraient voir sur le terrain les communautés autochtones et comment est-ce que cela adresserait leurs besoins? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour les organisateurs. Je ne vais pas tous les citer ici, mais ils sont là, Tenir Facility, Land et tous les autres partenaires qui sont dans la dynamique. Je salue également les PFBC avec notre nouveau facilitateur au niveau de la RDC. Là, je parle dans le cadre de Repaléac et aussi avec cette extension du bassin du Congo et d'Afrique centrale. On est dans le contexte du bassin du Congo. Je sais bien qu'il y a des efforts et des appels qui ont été annoncés. On prend l'appel de Glasgow, les 1,7 milliard. Nous avons d'autres appels à Belém et aussi spécialement pour les bassins du Congo, les 2,5 milliards pour les actions dans les bassins du Congo. Je voulais revenir d'abord sur un aspect pour dire que les efforts de conservation, les rôles des peuples autochtones dans la conservation ne pas vraiment encore à douter. Vous savez bien sûr qu'on est en train de vanter aujourd'hui tous ces écosystèmes, ces forêts d'Afrique centrale, mais il faut mettre vraiment au centre des réflexions qui contribue réellement au maintien d'un état satisfaisant de ces forêts. Je crois que nous devons savoir qu'il y a cette interdépendance entre l'existence de la diversité biologique et la diversité culturelle. Ce qui veut dire que les efforts de peuples autochtones et des communautés contribuent réellement au maintien de ces forêts du bassin du Congo. Ça, c'est un aspect. Et pour ça, le moyen dont on a besoin en tant que communauté autochtone pour bien remplir notre rôle, c'est renforcer seulement les capacités et avoir l'accès aux moyens qui vont nous permettre de pouvoir bien jouer notre rôle.
Mais le défi qui est là est lequel? Est-ce que les peuples autochtones ont l'accès direct à ces fonds? C'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons, d'expériences avec des partenaires, avec des fondations, sur les priorités qui ont été appuyées pour notamment renforcer les rôles des peuples autochtones. Vous savez, à côté de ces rôles, nous avons besoin de la sécurisation de ces espaces. On ne peut pas bien gérer ces forêts si la sécurité foncière des peuples autochtones est toujours maintenue. Non, on ne va pas jouer ce rôle. La sécurisation de ces espaces est très importante. La mauvaise perception des capacités des peuples autochtones et des communautés locales à pouvoir conserver les forêts, il faut que cela puisse quand même être enlevé dans l'esprit des gens. Ce qui veut dire que nous avons besoin de reconnaître ces efforts, et en reconnaissant ces efforts, il faut passer par certains mécanismes, notamment la reconnaissance légale. Je salue beaucoup d'efforts qui sont menés au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du bassin du Congo, dans certains pays avec certains révis légaux. Il y a les lois et les politiques qui sont en train d'être révisées parce que sans ces politiques, on ne saura pas réellement bien gérer ces forêts. Ça, c'est un aspect. Et comment ces politiques intègrent la dimension de la tenue foncière des peuples autochtones et des communautés. La plupart des politiques et des réformes qui sont là accordent bien sûr la priorité à la tenue des peuples autochtones, mais il y a vraiment des difficultés de pouvoir les ancrer réellement dans la pratique, dans la législation. Nous sommes à RDC en train de suivre la réforme de la politique forestière et j'espère que ce processus pourra intégrer un aspect des dispositions qui renforcent la tenue forestière des peuples autochtones. Ce n'est pas pour que les peuples autochtones, les communautés bénéficient des services dont ont toujours bénéficié, c'est pour réellement aider les États à pouvoir atteindre leurs engagements au niveau de la conservation. Nous avons un autre aspect, c'est comment est-ce que ces moyens et ces financements contribuent au bien-être des communautés. Ça, c'est aussi un autre aspect. Un troisième aspect, c'est comment est-ce qu'on arrive réellement à accéder à ces financements. Les procédures de ces financements, la souplesse, les modalités. Les communautés ne sont pas tous accessibles. Et surtout, la biodiversité forestière sont dans les zones isolées. Comment ces communautés, comment nos communautés arrivent réellement à accéder à l'information et à ce mécanisme financier avec toute cette lourdeur de procédures? Je crois qu'il y a un aspect d'assouplir les mécanismes pour que les communautés puissent bénéficier directement de ces fonds. Et aussi, nous avons même proposé à Belém, nous avons dit, s'il y a les 2,5 milliards qui sont déjà prévus pour les bassins du Congo, est-ce qu'il y aura un groupe de travail spécifique qui doit vraiment s'occuper de la dimension spécifique des peuples autochtones et des pourcentages spécifiques des peuples autochtones par rapport à ces financements? Nous avons d'autres mécanismes comme les TIFF et les autres. On dit qu'il y a 20% qui doivent être dédiés aux peuples autochtones et aux communautés locales. Mais pour les bassins du Congo, les 2,5 milliards, est-ce que nous savons, nous espérons avoir un pourcentage et à quel seuil qui sont dédiés au peuple et qui va gérer ça et quels sont les mécanismes réellement d'accès à ça? Ça, ce sont des questions réellement qu'on doit se poser. Nous, en tant que leaders, on est là, on est devant ces promesses, mais dès qu'on rentre au pays, on rentre dans les structures, mais vous avez apporté combien? Comment est-ce qu'on va accéder à ça? Je crois que cette question de comment accéder à ces financements, quels sont les mécanismes réellement, les modalités réellement de gouvernance et de gestion, l'information, et surtout, se disait bien que la recommandation est d'avoir un groupe spécifique de travail avec un pourcentage spécifique pour les peuples autochtones. Je finis par
à saluer les efforts des partenaires de la sous-région qui ont engagé déjà le travail des cartographies, d'influence des politiques. Ça ne suffit pas par rapport à l'ambition que nous avons. Le REPALEAC a son cadre stratégique jusqu'à 2030. Nous avons l'ambition d'avoir 6 millions d'hectares de terres et de forêts, mais comment on va y parvenir? À travers les politiques, à travers les moyens, à travers bien sûr les appuis directs qu'on doit avoir. Voilà ce que je voulais vraiment apporter dans ces discussions qui sont extrêmement importantes. Je crois que avec ces discussions, on pourra changer la donne par rapport à ces grandes annonces qui se font et comment les peuples autochtones et communautés locales peuvent y accéder. Merci. Merci, Joseph. Vous apportez un point très intéressant par rapport, surtout quand vous comparez au TFF, comme vous l'avez dit, elle donne 20% au peuple, elle dédie 20% au peuple autochtone et aux communautés locales. Et qu'apportera cet appel à l'action? Et vous avez aussi mentionné le financement direct, qui est quelque chose dont nous allons parler dans les questions futures. Merci, Joseph. Emmanuel, je vais revenir à vous avec une autre question. Si cette promesse a succès, à quoi ressemblerait un succès dans le bassin du Congo au-delà des forêts par rapport aux décisions de comment elles sont prises? Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci beaucoup. Je Oui, pense que je peux peut-être rappeler quelque chose rapidement. Depuis que nous avons, donc quand je dis nous, c'est le bassin du Congo, je peux dire depuis le sommet de Rio, donc en Hollandais, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs réunions ont été organisées. Je pense que le bassin du Congo a été au rendez-vous d'une manière échelonnée. Et aujourd'hui, les efforts que nous saluons qui ont été déployés par la cofacilitation franco-gabonaise que nous saluons en toute sincérité et l'ensemble des partenaires pour élaborer cet appel de Belém. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours. Donc, l'heure est maintenant à la mise en œuvre de cet appel. C'est avec en phase continue sur la mobilisation des ressources, à la fois, bien sûr, nous la reconnaissons sur le plan domestique au niveau de chaque pays, régional et international, parce que nous devons quand même rappeler quelque chose. Il y a un paradoxe qui a été identifié et documenté. Bassin du Congo, avec tout ce que nous avons présenté comme contribution au niveau de l'équilibre global, biodiversité, un taux faible de déforestation, mais il y a quand même des enjeux émergents qui menacent ces bassins, notamment la déforestation. Alors, comment concilier tous ces éléments? C'est ce qui a amené le partenariat pour les bassins du Congo avec la cofacilitation franco-gabonaise et les autres partenaires, les États membres, notamment avec les efforts des organisations régionales comme la COMIFAC et les autres, à pouvoir élaborer cet appel et à le présenter tel quel. Donc, l'idée ici pour nous, c'est vraiment de passer à l'action. Et c'est ici l'occasion pour moi de pouvoir vous remercier pour ce webinaire qui pratiquement nous introduit dans la mobilisation internationale et nous apprécions beaucoup. Et je serai, et je saisis d'ailleurs cette occasion pour vous lire juste un petit extrait de cet appel de Belém qui dit ceci, je le cite, « Appelons la communauté internationale, les États, les organisations internationales et régionales et institutions financières, les organisations de la société civile, le secteur privé, la philanthropie, à nous rejoindre et à se mobiliser politiquement, financièrement pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. » Je vais rappeler quelque chose qui est très important quand vous êtes dans les bassins du Congo, au-delà du fait qu'il y a la déforestation et beaucoup de menaces, mais vous y trouverez des forêts intactes qui n'ont jamais été touchées par l'exploitation. Voyez? Donc, c'est vraiment un rapport aujourd'hui par rapport à l'accord de Paris, par rapport à tous les efforts qui sont déployés au niveau international. Toutefois, permettez-moi aussi, avant de revenir sur votre question, de souligner que la prochaine cofacilitation du partenariat
est appelé, selon l'appel des Belém, donc la déclaration commune, à mettre en place, hein, nous le soulignons bien, un mécanisme, donc je vais dire mieux, un système commun de suivi et évaluation transparent des politiques, notamment des résultats et du soutien financier. Ceci, je vais relever un élément important, c'est dans une approche, hein, de transparence mutuelle qui devrait s'établir entre le pays d'Afrique centrale, n'est-ce pas, et les partenaires en responsabilité partagée. Parce que nous disons que la forêt, c'est nous, donc nous sommes le premier à être bénéficiaires de tout ce qu'il y a comme service au niveau de ces écosystèmes. Et donc, nous nous battons pour garder cet héritage qui est en nous. Donc, et nous avons cette responsabilité-là. Mais comme vous savez que le bassin du Congo aujourd'hui représente un patrimoine au niveau mondial, donc la responsabilité pour sa préservation est partagée. Donc, ce que nous allons mettre, donc la COFACESSON va mettre comme un plan de suivi, ce plan sera doté d'indicateurs clairs et qui seront partagés avec tous les partenaires et pour permettre un suivi cohérent, donc vérifiable, avec des mesures objectives de progrès et un suivi opérationnel de 2026. Donc, nous sommes déjà en train d'y travailler. Et un accent par rapport à ces plans de suivi a été mis sur un mécanisme qui va se focaliser sur le suivi de la dynamique forestière et dans la transparence et la redevabilité. Donc, pour peut-être aller beaucoup plus en détail, donc de façon spécifique, relativement à la question que vous avez posée, madame, je dois rappeler l'objectif de cet appel pour nous tous, c'est de relever un indicateur majeur de succès qui serait l'inversion de la déforestation et de la dégradation de forêts d'ici 2030. Donc, ce que l'appel des Belém est en train de mettre en phase, en exergue, rejoint les autres engagements dont les pays du bassin du Congo ont pris. Je peux parler en passant du Challenge des Bonnes, mais également aussi l'initiative AFR 100, donc au niveau de l'Union africaine, et qui tendait donc qui convergent en fait dans ces mêmes efforts. Et sur le plan de la restauration, figurez-vous, en termes de retombées hein, des forêts, les engagements des pays d'Afrique centrale sont de 35,4 millions d'hectares donc, pour pouvoir être restaurés. C'est une avancée dans la mise en œuvre qui serait, à notre avis, une marque très importante en termes de succès. Et il y a aussi des progrès, on doit les souligner, dans la gestion durable des forêts hein, qui sont non négligeables. On peut, par exemple, parler de l'engagement inclus dans les cadres de la stratégie de l'appel des Belém de 15 millions d'hectares. Donc, à Nairobi, notamment, on va rappeler aussi une activité qui sera organisée bientôt, que nous saluons également, du 10 au 12 février 2026 ici, avec l'initiative très louable, Zamba Heritage. En passant en RDC, Zamba, c'est la forêt, donc héritage, c'est l'héritage. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas brader, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Ce programme va booster également la mise en œuvre de l'appel des Belém sous l'angle de la gestion durable des forêts, mais également aussi, c'est quelque chose qui est totalement soutenu au niveau du partenariat. Et pour terminer, je vais aussi relever un élément important pour renchérir un peu ce que le représentant des communautés locales venait de dire, c'est la garantie des droits fonciers hein, des peuples autochtones avec un accès direct hein, et équitable au financement. Donc là, nous parlons ici de l'inclusion sociale avec la participation pleine hein, de la société civile, des peuples autochtones, des communautés locales, sans oublier bien sûr les femmes et les jeunes. Et c'est dans ce sens que toute l'approbation est mise au niveau de cet appel de Belém. Donc, s'il faut me résumer, nous travaillons au niveau de l'appel de Belém et c'est ce que nous voulons vraiment marteler, c'est inverser la déforestation
Et autour de cet appel, nous avons déjà vu la manifestation pour terminer de plusieurs partenaires. Je parle ici notamment des Canopy Trust qui a été avec nous à Belém et après nous avons eu à développer un certain nombre d'échanges qui voudraient apporter un appui significatif dans les secteurs privés pour voir dans quelle mesure développer des chaînes de valeur, mais tout en minimisant la déforestation. Donc, on développe les économies dans les zones forestières, mais sans détruire la forêt. Donc, voilà un peu ce que l'appel de Belém nous amène. C'est quelque chose que nous soutenons. Et nous pensons qu'après cette période où nous serons en train de travailler autour de cet appel et après, je pense qu'il y aura beaucoup de retombées, notamment par rapport à la préservation de la forêt, au développement au niveau local et tous les bénéfices qui vont avec au niveau international par rapport à l'équilibre global du changement climatique. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci. Merci d'avoir souligné certains objectifs de l'appel à l'action de Belém, c'est d'inverser la déforestation d'ici 2030. Je vais passer la parole maintenant à M. Siemeni Kamche Antoine. La première question, c'est sur la base des expériences passées, qu'est-ce qui a le plus souvent ralenti la mise en œuvre sur le terrain dans le bassin du Congo et quels signaux précoces de réussite ou d'échec devrions-nous surveiller cette fois-ci? Oui, bien, merci et bonjour à tous. Merci pour ce débat qui est assez enrichissant et édifiant. Pour aller dans le vif du sujet, en ce qui concerne justement la question en lien avec ce qui peut ralentir la mise en œuvre sur le terrain dans le bassin du Congo, on va remonter un peu à quelques années, avant que nous allions à la COP 26 à Glasgow. Le bassin du Congo s'est mobilisé derrière le PSBC et la COMIFAP pour faire adopter le verdict qui était dévié, qui devait porter justement sur le processus sur les 5 années parce que bon, la COP de Glasgow, l'objectif était de financer les forêts du bassin du Congo à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour 5 ans. Alors, les États, ils sont rentrés avec beaucoup d'enthousiasme, ainsi que la société civile, ainsi que tous les acteurs qui étaient impliqués d'avoir suivi ce montant, qui venait également quelques années plus tard, après l'annonce des financements antérieurs en direction des pays vulnérables qui ne sont jamais arrivés. Avec cette annonce lancée, ils avaient pensé qu'il y avait un nouveau souffle qui devrait être donné en direction des pays du bassin du Congo. Au lendemain de Glasgow, les États se retrouvent à Libreville, toujours sous la tutelle du PFDC et de la COMIFAC, pour essayer de comprendre comment est-ce que ces enveloppes devraient être organisées et comment est-ce que les pays ainsi que les acteurs désignés devraient pouvoir y accéder pour pouvoir effectivement bénéficier de ces montants. Alors, il nous souvient, lors d'un conseil directeur du PFBC, où tous ces bailleurs plus ou moins étaient présents, y compris les ministres de la sous-région. La question sur la mise en disposition des montants à 1,5 milliard avait suscité énormément de remous, dans le sens où on demandait à savoir justement quels étaient les mécanismes et les guichets d'accès et comment est-ce que les pays devraient plus ou moins également en bénéficier. Et à la surprise pratiquement des politiques du bassin du Congo, qu'on les fasse savoir que le financement de 1,5 milliard annoncé était déjà en cours. Bon, c'est-à-dire, si vous me comprenez bien, on sort de Glasgow, 2 semaines après, on se retrouve et qu'on demande 1,5 milliard annoncé. Comment est-ce qu'on va l'avoir et qu'on vous annonce que non.
tout ce qu'on a annoncé là, une partie avait déjà été engagée. La question étant, mais comment est-ce qu'on peut annoncer des montants déjà engagés et mis en œuvre sur pratiquement 1 an et demi? Et on a demandé quels étaient les mécanismes justement de mise en œuvre pour ces 1,5 milliard annoncés. Ils nous ont cité entre autres CAFI et les autres mécanismes déjà opérationnels et dans certains pays du bassin du Congo, notamment en ce moment, il y a avec la RDC, il y a avec le Gabon et je pense plus ou moins 2 ou 3 autres pays qui étaient en négociation avec le processus CAFI. Ceci a jeté plus ou moins un discrédit direct sur ce processus et sans toutefois aller beaucoup plus en détail. Quelques années plus tard, quand on annonce puisque le mécanisme a changé à la tête du PFDC, avant c'était des pays du Nord avec assisté à leur choix d'un délégué qui portait le PFDC. Après qu'on soit passé à cette nouvelle version de co-facilitation entre la France et le Gabon, où justement la question de renouveler, le faire dire ou bien de proposer un nouveau mécanisme a été levée. On est parti vers justement l'idée d'adopter le mécanisme de l'appel de Belém pour aller justement à la COP du Brésil et élever les financements qui ont été annoncés. Alors, ce mécanisme a été assez lourd parce que au niveau d'abord des pays, des organisations de la société civile et autres, un bilan n'a pas été fait sur ce qui en a été de 1,5 milliard, ce qui directement au sein des institutions un peu comme la Comifa, qui est justement cette institution qui porte les politiques et auprès de laquelle le PFBC justement rapporte un peu, le PFBC reporte les mécanismes de suivi pour ce qui est à rendre opérationnel dans la gouvernance forestière dans le bassin du Congo, a fait en sorte que l'annonce de Belém n'est pas donné un enthousiasme assez particulier au sein des acteurs du bassin du Congo, au-delà justement, tout en épargnant les négociations assez ardues qui ont jalonné justement l'aboutissement de cet appel. L'appel de Belém a été fait et à Glasgow, et à Belém, elle a été annoncée et mise au devant. Mais par ailleurs, beaucoup de pays, jusqu'à présent, beaucoup d'organisations, et comme Joseph Latan soit peu énoncé tout à l'heure, se sont beaucoup interrogés et s'interrogent justement sur l'opérationnalisation encore de ce format annoncé. Parce que au-delà de ce qui peut être qualifié comme annonce, parce que le co-facilitateur vient de le citer, ce sont les instants d'action qui sont interpellés et non les instants de discours. Il y a énormément d'interrogations au niveau justement des processus des guichets qui vont permettre d'avoir une certaine traçabilité, une certaine implication, et ainsi que les acteurs dédiés qui sont chargés de faciliter la collecte et la mise en œuvre de cet appel. Donc, la faible implication justement des pays à haut niveau dans l'adoption de l'appel de Belém, quelque part, sont quelques signaux assez précoces sur justement, tout en embrayant sur la deuxième question de ce qui peut caractériser un échec sur cette mise en œuvre. Bon, ceci n'est qu'un début et une nouvelle facilitation se met en cours qui est celle de la République démocratique du Congo et d'un autre pays de l'espace nord qui est encore attendu. Donc, l'espoir reste justement porté sur l'information qui pourra permettre
justement aux différents acteurs de mieux comprendre, parce qu'il y a encore cette question qui se pose par beaucoup, et outre tout cela, l'appel de Belém, oui, a été annoncé. En quoi est-ce qu'elle est différente de l'appel de Glasgow? Cette fois-ci, l'enveloppe semble plus consistante, 2 milliards de dollars qui ont été annoncés. Quel est le niveau d'engagement de chaque acteur là-dedans? Donc, ce sont ces questions de transparence, ces questions de gouvernance qui devraient être le plus mises au devant, et le renforcement justement des institutions sous-régionales, parce que l'institution comme celle de la Comifa, qui est cette institution fêtière au niveau de la coordination des politiques de gouvernance forestière dans le bassin du Congo, à un certain moment, se retrouvait également fragilisé parce que autour de tous ces processus et mécanismes, les partenaires n'ont certainement pas été d'une grande transparence dans les processus de mise en œuvre. La cohésion également autour des pays, parce que quelque part également au sein des instances gouvernantes, cette question est revenue à plusieurs fois. La cohésion autour des pays pour pouvoir y aller d'une même voie et se positionner d'une même voie. Donc, ce qui revient à se dire que dans les jours à venir, ce qui repose sur les épaules justement de la facilitation du PRBC, qui a justement la charge de cette coordination, de pouvoir travailler justement pour apporter tous ces éléments de réponse. Il faille que l'appel de Belém en elle-même soit documenté, qu'elle a une traçabilité et que les mécanismes de financement annoncés soient également définis, parce qu'il faut souligner qu'au lendemain justement de cette annonce annoncée, de cette proclamation, juste quelques pays ont donné en termes d'intention claire le niveau d'engagement, sur les montants qu'ils peuvent engager. Les autres bailleurs et autres sont encore attendus sur cette question. Et au-delà des montants engagés, quels sont les mécanismes d'accès? Et c'est là, justement, la société civile remonte un peu dans le bassin du Congo pour décrier, justement, les absences d'information et d'implication également de ces acteurs-là dans les processus de financement direct, parce que la plupart des financements qui ont été annoncés, je vais chuter, la plupart des financements qui ont été annoncés antérieurement n'ont pas énormément servi et n'ont pas eu de traçabilité au niveau des projets portés par la société civile. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là. Merci infiniment, M. Siemeni. Je vais passer la parole à M. Joseph Itongwa. Joseph Itongwa, quels obstacles pratiques empêchent encore les peuples autochtones et les communautés locales d'influencer la mise en œuvre et d'accéder directement au financement? Et que faudrait-il changer pour lever ces obstacles? Est-ce que vous pourriez juste répondre à cette question rapidement avant que nous passions à une autre question, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais répondre très rapidement parce que déjà, il y a les minutes qui ont été consommées par mon prédécesseur. Alors, je pense qu'il y a d'abord la question, les prétextes des capacités, qui a été toujours mise en avant, que voilà, les peuples autochtones, vous n'avez pas de capacités, parfois techniques, d'absorption. Moi, je pense qu'il y a des prétextes qui doivent être vraiment à lever parce que mais les capacités de gérer les forêts, les capacités de gérer les ressources naturelles sont là. Je crois que c'est important s'il y a des capacités pour gérer les fonds et les autres, et c'est acquis. Je crois qu'il y a cet aspect des capacités et les structures, les réseaux des peuples autochtones travaillent et les partenaires techniques travaillent déjà sur ça. Il y a un aspect sur les procédures. Les procédures sont là vraiment adaptées même aux structures et aux agences qui sont liées, identifiées au préalable pour la mise en œuvre de ces fonds et ces pledges.
Il y a la question d'information également, l'accès à l'information et la participation à la gouvernance et à l'implication dans les designs, la définition de tout ce qui est les priorités de ces fonds. Parfois, il y a un autre aspect sur les priorités. Les priorités que les communautés parfois ont sur le terrain, nous avons sur le terrain, sont un peu à déphase avec les priorités même qui viennent pour ces fonds. On veut inverser la déforestation. Si on veut inverser la déforestation et que nous savons bien sûr que inverser la déforestation, c'est responsabiliser d'abord les autochtones et ne pas les déstabiliser dans leur zone, reconnaissant de leurs espaces. Est-ce que les moyens sont vraiment canalisés, beaucoup de moyens sont vraiment canalisés dans la prise en compte de tous ces aspects et toutes ces réformes qui vont même intégrer toutes ces priorités des peuples autochtones dans les réformes légales au niveau du pays et dans la sécurisation des terres. Donc, ces priorités sont là. Est-ce que ces priorités viennent réellement avec et se marient avec les priorités des fonds même où les partenaires, les donataires alignent déjà les orientations spécifiques de ces fonds? Il y a aussi la question de ne pas tenir compte, bien sûr, il y a des peuples autochtones ont déjà des structures, ont leur réseau, qui sont là, qu'il faut vraiment collaborer avec, et c'est très important. Je sais bien que ce sont vraiment des engagements au niveau des États, mais comment est-ce que les structures de peuples autochtones, des communautés de la société civile, comme a dit Raoul, sont impliquées dans ce processus-là? Et c'est quand il y a des rapports, peut-être qu'il faut les faire, mais c'est important. C'est vrai qu'il y a des projets qui ont intégré certaines structures, mais ce n'est pas assez. Est-ce qu'on tient compte vraiment de ces priorités? Alors, pour donner de pistes de solutions, je l'ai dit dans ma première, mon premier discours, j'ai dit réellement, est-ce qu'on peut voir comment déterminer dans cette portion un pourcentage spécifique des peuples autochtones avec des mécanismes spécifiques de gestion liés réellement au contexte et adaptés aux cultures et au mode de gestion des peuples autochtones. C'est la question, ce n'est pas la comptabilité, c'est la gestion des forêts. Et la gestion des forêts, il y a ceux-là qui gèrent les forêts. Je l'ai dit, l'interdépendance entre l'existence de la diversité biologique, les écosystèmes forestiers et la diversité culturelle. Ce n'est pas des mathématiques, il y a ceux-là qui les font. Il y a déjà des solutions qui sont là qu'il faut appuyer. Et je crois bien la question de savoir où et qui l'information, qui gère ces fonds et ça va aller où et comment ça s'est fait. C'est important. Les 2,5 on va l'annoncer, mais dans la sous-région, ça va passer par qui? Qui va les faire et comment est-ce que dans cet appel à Belém, comment est-ce que le peuple autochtone aura une portion, un espace de décision et de gestion dans ces mécanismes de financement. Donc, je voulais vraiment revenir sur cet aspect de la participation, la gouvernance et l'accès direct en déterminant vraiment des mécanismes de mesures spécifiques qui soient dédiés au peuple autochtone et aux communautés locales. Merci. Merci, Joseph. Merci d'avoir relevé le fait que les fonds dirigés par les communautés locales existent. Je vais vous passer la parole, Simon, pour votre première question. Donc, comment est-ce que les donneurs peuvent s'appuyer sur les 2,5 milliards d'engagement pour améliorer la coordination et la prestation même de ces services? Merci. Bonjour, excusez-moi, je vais parler en anglais. Je m'appelle Simon Hopkins. Je suis représentant botanique du CAFI. Euh, et je suis le président actuel. Merci aux organisateurs d'avoir préparé ce joli webinaire. Je voudrais nous rappeler la nature historique de ce qui a été réalisé à Belém. C'était la première fois que les partenaires régionaux ont convenu de façon conventionnelle. Il y a eu
il y a eu l'annonce de la COP26 l'année dernière. Nous avons pu fusionner ces deux efforts pour pouvoir réaliser nos objectifs communs et, et surmonter les obstacles, notamment en ce qui concerne le financement et les ambitions. Maintenant, le processus d'accord de l'année dernière a été mené au prix de plusieurs réflexions et je vais partager certains enseignements et certains indicateurs de la façon dont nous voulons faire les choses différemment dans le futur en ce qui concerne la mobilisation des fonds nécessaires. Donc, il y a quatre leçons que je voudrais relever, et notamment en ce qui concerne la coordination et la prestation de services. Premièrement, avant de passer à cette leçon, je voudrais clarifier le fait que la déclaration de Belém n'a pas envisagé la création d'un nouveau fonds ou d'un mécanisme pour la dotation des fonds. Donc, ils seront toujours euh, les institutions comme CAFI et les autres vont continuer leur travail. L'importance d'aller au-delà des bailleurs de fonds traditionnels et de l'aide au développement traditionnel. Il y a eu des bailleurs, mais il y a une fondation importante, la fondation Bezos, et, et nous devons aller au-delà du système traditionnel, notamment avec la pression croissante au niveau des bailleurs de fonds également, dont les organisations multilatérales vont devoir entrer en ligne de compte. Et on l'a vu dans l'engagement financier, on a des organisations multinationales qui ont fait des annonces un peu plus grandes que les annonces antérieures. Donc ça, ça permet d'impulser une nouvelle donne dans l'investissement dans les forêts. Notamment, il y a même la Banque mondiale qui veut vraiment travailler à l'inversion du processus actuel de déforestation. Il y a également le financement philanthropique qui sera important, comme nous l'avons vu à Belém. Nous avons également la Fondation Bezos qui a parlé d'un nouveau cycle de financement, mais on a également besoin d'autres organisations philanthropiques euh, notamment toutes les organisations qui travaillent dans le bassin du Congo. Et nous espérons que cette année, plusieurs autres organisations philanthropiques feront des annonces et des engagements financiers. Nous, nous devons également nous tourner vers d'autres bailleurs de fonds et ne pas seulement nous appuyer sur les bailleurs de fonds traditionnels. Et il faudrait que les pays du bassin du Congo travaillent à la recherche de nouveaux partenaires et à les inviter dans cet appel à l'action. La deuxième leçon que je voudrais partager, c'est que nous devons essayer de mettre à profit de nouveaux financements pour les forêts intactes. Donc, parfois, il y a des financements qui ne sont pas adaptés aux réalités du bassin du Congo. Donc, il faudrait capitaliser sur cela. Il y a le rôle, par exemple, de CAFI qui il y a notamment le financement axé sur les résultats qui fait partie des approches de nouvelles initiatives euh, euh, comme le T3F qui a été lancé pour la capitalisation des fonds. Cette initiative est adapté pour le contexte du bassin du Congo avec des taux faibles de déforestation, mais il faudrait qu'il y ait des conditions favorables afin que l'acheminement des fonds et même les mécanismes y associés puissent permettre d'améliorer les choses. Il est également important Il est important de s'appuyer sur l'expérience des institutions existantes pour pouvoir tirer le meilleur parti de leur travail. Il est clair que davantage de fonds est nécessaire pour les communautés locales pour pouvoir réaliser les différents objectifs. Et CAFI travaille à l'innovation et la mise en place de nouveaux systèmes pour les services environnementaux, par exemple. Et nous voulons pouvoir protéger et assurer une gestion plus durable de l'environnement. Et ce changement de paradigme nécessite vraiment l'implication des pays et des différents partenaires pour la gestion des ressources domestiques. Ma quatrième et dernière leçon a déjà été relevée. Nous devons nous approcher vers un financement axé sur les résultats. Donc, les bailleurs demandent plus d'impact. Donc,
que ce soit à tous les niveaux de la chaîne de valeur, il faudrait qu'il y ait un impact. Ça veut dire que nous n'allons pas continuer d'innover, mais nous devons tirer rapidement les enseignements, des initiatives qui ont connu du succès et pouvoir nous orienter vers un financement à impact. Bon, pendant que je vais conclure, permettez-moi de partager des réflexions sur la coordination en ce qui concerne la mise en œuvre. Premièrement, la coordination doit être accentuée et dirigée au niveau local. Dans il n'y aura plus un facilitateur unique. Nous voulons changer de système. Maintenant, il y a une co-facilitation et on a vu le succès dans le plan d'action du bassin du Congo. Nous voulons que ce leadership régional soit renforcé. Nous voulons que la RDC puisse mener à bien les différents objectifs. Et un élément important, c'est mettre sur pied des priorités nationales et régionales qui seront en phase avec les priorités à l'échelle internationale et travailler de façon harmonieuse entre les différents co-facilitateurs. Nous devons doter les partenaires régionaux et nationaux des moyens suffisants pour leur permettre d'atteindre leurs différents objectifs. CAFI a mené un rôle prépondérant pour pouvoir travailler avec les organisations de la société civile au niveau national et régional, dont le travail devra continuer. Et enfin, il faudrait qu'il y ait davantage de transparence. Et cela est nécessaire, que ce soit les sources de financement et également les résultats et les activités qui sont menées. Donc, il est important de collaborer pour se rassurer que les objectifs de la déclaration de Glasgow puissent rester et que nous puissions atteindre les différents objectifs relatifs. Merci de votre aimable attention. Merci, Simon. Vous avez relevé un point important. Vous avez dit, les choses changent dans le monde. Nous avons besoin de changer également au niveau du Sud global. Je vais vous passer la parole maintenant, Dr Dorothée Marie Lissenga. Quelles leçons tirées des précédents mécanismes de financement forestier et climatique peuvent favoriser une participation plus significative des femmes dans le cadre de l'appel de Belém? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que plusieurs minutes sont déjà consommées. Pam! Les mécanismes d'action de Belém est un projet d'accord sur la transition juste. Et une transition juste tenant compte des considérations, des avis et considérations et des profits qui sont liés au genre et surtout à la femme. Alors, BAM a attiré plus d'attention des participants au niveau de la COP 30 et a été proposé par la société civile le projet de mécanismes d'action de Belém pour une transition juste. Et c'est imposé dans les négociations et à travers la société des actions qui ont été menées tout autour de la COP. Et cette décision-là qui a été prise à Belém était de donner le mandat pour la mise en place d'un mécanisme de transition juste. Et il constitue une avancée significative et reflète la pression constante exercée par les féministes, les femmes, les syndicats, les jeunes et les groupes de défense de la justice environnementale qui ont insisté sur le fait que les transitions justes doivent être centrées sur les personnes et fondées sur les droits, et surtout sur les droits des femmes. Alors, bien que le mécanisme lui-même reste à concevoir, le mandat reconnaît la nécessité d'une gouvernance inclusive, tenant compte des critères genre et d'un dialogue social et de la participation des femmes et des travailleurs, des peuples autochtones, des communautés locales et des personnes les plus touchées par les questions de changement climatique et surtout les questions qui concernent le respect du consentement libre, préalable et informé. Et la femme devrait aussi faire partie de ça. Alors, poussé par les féministes du groupe Women and the Gender Constitution qui ont joué un rôle central dans l'obtention de ces mandats,
Le plaidoyer a souligné que la transition juste doit lutter contre les inégalités hommes et femmes, et puis protéger les droits humains, reconnaître le travail des soins et la protection sociale et tenir compte des réalités du travail informel. Vous voyez, au niveau, par exemple, du Congo profond, des bassins, des pays du bassin du Congo, il faut que cette transition tienne compte des données sexo-spécifiques parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé des indicateurs en ce qui concerne, par exemple, les financements et tout ça. Et ces indicateurs-là doivent tenir compte des données sexo-spécifiques. C'est-à-dire, il y a les hommes là-dedans, les femmes, les jeunes et toutes catégories confondues des couches sociales. Aussi, la décision reflète certains points sur ces priorités, même si elle est insuffisante sur le plan financier, parce que il faut qu'il y ait des financements directs donnés aux femmes. Avant Belém, il y a eu des échos où on a travaillé même au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, nous étions à Addis Abeba et c'est là où l'Afrique devrait amener son paquet de challenges sur les questions qui concernent le financement, la déforestation, aussi les questions liées au genre, la femme au niveau de l'Afrique et surtout au niveau des pays du bassin du Congo, parce que quand la déforestation est là, c'est elle qui souffre. Et c'est elle qui est le lévier de l'agriculture, c'est elle qui est au front pour les questions qui concernent la conservation, mais elle doit participer dans la question qui concerne la prise des décisions. Et ces décisions-là doivent refléter certaines priorités, même si elles restent insuffisantes. Donc, les priorités qui sont sur les plans financiers, les financements directs qu'on donne aux femmes, malgré qu'on dit qu'il y a beaucoup qui sont des analphabètes et qui ne maîtrisent pas les circuits bancaires et la manière, par exemple, de pouvoir implémenter écrire les projets et les implémenter sur le terrain. Les questions qui concernent la dette, l'extractivisme et l'influence des entreprises aussi, si les questions qui concernent le genre doivent être là. Au niveau du bassin du Congo, par exemple, si je parle de la République démocratique du Congo, les femmes en ont souffert sur les projets qui concernent l'agribusiness. Si je cite par exemple les projets de Bukangalonjo, nous avons fait quand même des analyses là. Il a suffi que les femmes puissent se mettre en ligne pour avoir de la place, pour pouvoir avoir quelque chose. Et pourtant, la femme doit avoir accès à la terre. C'est pourquoi nous avons insisté sur les réformes sectorielles qui se passent au niveau de la République démocratique du Congo, qui prend le lead et qui amène maintenant l'expérience au niveau des autres pays du bassin du Congo et dans les assemblées constituantes des femmes africaines, sur les questions qui concernent l'accès de la femme à la terre, à la tenue foncière et forestière, et sur les questions qui concernent l'exploitation des ressources naturelles au niveau des pays du bassin du Congo et en Afrique. Alors, Merci. pour conclure, le mandat n'est qu'un point de départ. Son impact dépendra de la manière dont le mécanisme sera conçu et géré avec la pleine participation des mouvements féministes, syndicaux, autochtones et en première ligne qui contribueront à revendiquer leur place dans la table des négociations. Voilà, et la femme doit être au front et la femme doit avoir la place sur ces mécanismes-là. Heureusement qu'au niveau de Belém, il y a eu quand même un fonds qui a été institué, si je peux construire par là, les fonds pour l'environnement, le climat et le peuple, dont nous avons posé les jalons au niveau de Rio de Janeiro, une semaine avant la tenue de la COP 30. Merci. Merci. Merci, Dorothée, d'avoir relevé le rôle des femmes dans cet appel à l'action. Je vais passer la parole à Emmanuel. Est-ce que vous pourriez poser, vous pourriez répondre à la question
comment est-ce que les gouvernements de l'Afrique centrale puissent harmoniser leurs efforts avec, du point de vue. OK, merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour cette question que je trouve sincèrement pertinente au regard de l'appel de Belém et de tous les efforts qui ont été conjugués au niveau de la région. Je dois apporter ici une précision qui est très, très importante pour la co-facilitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. En ces termes que le partenariat pour les forêts du bassin du Congo ne peut pas en réalité parler au nom des pays d'Afrique centrale ou des organisations régionales, donc qui représentent pratiquement les États. Je parle ici de la COMIFAC, par exemple, donc la Commission pour les forêts du bassin du Congo, de la CAC, hein, du CEMAC, mais également aussi la Commission climat du bassin du Congo, dont les mandats consistent en fait à harmoniser donc, les efforts des pays pour répondre aux enjeux de conservation et de gestion durable des forêts, mais également aussi de développement local. Bien que je dois relever ici que ces organisations sont tous membres du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Je parle ici notamment au niveau du collège régional du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Donc, ils sont membres, elles sont membres plutôt. Le partenariat ne peut pas donc se substituer aux organisations intergouvernementales du type 1, donc suivant les systèmes des Nations Unies. Donc, mais je dois quand même aussi relever en fait que dans l'entendement en fait des systèmes des Nations Unies, les organisations du type 1 comme les organisations régionales dont je viens de faire allusion et celles du type D, notamment le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, sont complémentaires. Donc, nous nous complétons dans nos actions pour apporter des solutions novatrices par rapport aux grands enjeux mondiaux dont l'humanité est en train de faire face. Donc, je parle ici de changement climatique, la transition énergétique. Pour les cas d'Afrique, en ce qui nous concerne encore beaucoup plus mieux au niveau de l'Afrique centrale, donc la partie nord, la transhumance et les conflits émergents, liés notamment à la transhumance et les autres types de conflits, bien sûr, autour des questions de l'eau et d'autres écosystèmes. Vous avez les questions d'écocide, les crimes environnementaux, la pauvreté accrue, mais également aussi l'absence documentée des services sociaux de base, de l'accès aux services sociaux de base pour les communautés riveraines des paysages forestiers, etc. Alors, revenant toutefois sur ce qu'a fait le partenariat relativement à votre question, bien sûr, je dois rappeler ici sur le plan historique, donc récemment ici, c'était l'année passée, donc en date du 10 et 11 juillet, si ma mémoire est correcte, 2025, les membres du partenariat pour les forêts du bassin du Congo se sont réunis à Libreville, en République du Gabon, dans le cadre d'une conférence sous-régionale qui a porté sur la criminalité environnementale et les conflits homme-faune. Et à la conclusion de cette grande conférence, une déclaration a été adoptée donc, par les partis. Donc, quand je dis les partis, les organisations régionales et toutes les autres organisations et partenaires. Et la prochaine co-facilitation donc, du partenariat pour les bassins du Congo, notamment avec la RDC, donc, va certainement prendre en compte et contribuera donc, à sa mise en œuvre donc, de cette déclaration. Et je dois aussi relever pour clôturer
que dans la déclaration, les membres du partenariat ont souligné l'importance de lutter contre la criminalité environnementale d'une manière globale. C'est ce que nous appelons en termes simples ou en termes techniques écocide, donc au niveau du bassin du Congo, donc de la sous-région de l'Afrique centrale, parce qu'il a été relevé que c'est quelque chose qui déstabilise non pas seulement les écosystèmes forestiers et d'autres écosystèmes associés, mais c'est quelque chose qui a un impact négatif très significatif sur la sécurité des communautés. Donc, un accent particulier par rapport à cette déclaration doit être mis pour lutter contre les crimes organisés, donc au niveau des pays, donc au niveau transnational. Mais également aussi les membres ont souligné donc l'importance de trouver au niveau régional, mais également aussi au-delà de la région, des solutions pratiques, mais également aussi réalisables à moyen et à long terme ou à court terme pour essayer d'améliorer cette coexistence entre l'homme et la faune. Alors, j'aimerais quand même permettre de revenir et de rappeler quelque chose qui est très, très important, peut-être au cours de ces échanges, que certains n'ont pas pu saisir par rapport à l'appel de Belém. Je rappelle ici que l'appel de Belém pour les forêts du bassin du Congo, c'est un instrument qui a permis et qui va aussi permettre au bassin du Congo d'être à la hauteur, comme je l'ai dit tantôt, des différents engagements pris pour adresser les questions émergentes, les enjeux au niveau mondial. Pour la première fois, donc je rappelle encore, permettez, le pays d'Afrique centrale et les partenaires internationaux ont pris cet engagement-là ensemble en faisant cette déclaration conjointe en faveur des forêts. Et la force de cet engagement historique et mutuel, construit sous l'égide de la cofacilitation franco-gabonaise du partenariat, avec tous les collèges bien sûr, et les institutions régionales, a permis, donc en 15 mois de consultations, ce n'était pas quelque chose qui est tombé comme ça, mais il y a eu beaucoup de consultations et de négociations, et à aboutir à cet accord qui est vraiment inédit. Et je pense que ce qui est envisagé, notamment pour stopper la déforestation, arriver à concilier la conservation, le développement économique, le développement et l'accès aux services pour les communautés, deviendra vraiment une réalité par rapport au bassin du Congo. Et je vous remercie pour avoir pensé à nous à organiser cette activité. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, Sadok. Malheureusement, nous avons dépassé le temps, donc je vais passer la parole à Margot Lesange pour notre dernière question. Margot, quelles décisions difficiles vont devoir prendre les gouvernements dans les 3 à 5 prochaines années pour que cette promesse soit jugée un succès plutôt qu'une promesse non rendue? Par exemple, le but pour arrêter et inverser la déforestation d'ici 2030, mais la réalité sur le terrain dans le bassin du Congo, c'est que beaucoup de communautés coupent le bois pour le charbon, pour leurs besoins énergétiques. Ok. Il faudrait d'abord, merci beaucoup pour cette question. Je disais qu'il faudrait renforcer d'abord l'accès à l'électricité. Donc, pour permettre à ce que ces communautés locales qui vivent des charbons de bois puissent avoir l'accès à l'électricité et faciliter les cuissons. Et au-delà de faciliter l'accès à l'électricité, il faudrait donc développer des énergies renouvelables. Où, entre autres, nous avons les énergies solaires et les biogaz. Mais il faudrait aussi investir massivement pour avoir des solutions, pour permettre évidemment aux communautés locales d'avoir de solutions possibles de cuisson. Ou par exemple, en République démocratique du Congo, il a été développé le projet des foyers améliorés. Donc, il faudrait financer cette approche, donc partager avec les communautés locales des foyers améliorés afin de réduire donc la dépendance au charbon de bois. Au-delà de cela, il faudrait aussi développer les plantations gérées de manière durable
et des filières de production de charbon de bois. Et donc, voilà. Et au-delà de ça, il faudrait également améliorer les suivis de la déforestation. Ici, en République démocratique du Congo, nous avons un système de surveillance, système national de surveillance des forêts, donc qui contribue donc à la surveillance de la déforestation au niveau national. Donc, je pense qu'au niveau de chaque gouvernement, il faudrait donc renforcer cela, le suivi de la déforestation, tout en mettant en place des mécanismes alternatifs à la consommation de charbon de bois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Margot, pour ce point sur l'électrification. C'est vraiment un enjeu important par rapport à l'inversement de la déforestation dans le bassin du Congo. Merci maintenant à tous les intervenants et on va passer à la prochaine partie de l'événement. Nous avons à peu près 10 minutes pour poser des questions. Si vous avez donc des questions, vous pouvez utiliser la boîte de questions-réponses et si possible, identifiez-vous et l'organisation à laquelle vous appartenez. Donc, on va voir les premières questions qui sont apparues. Alors, la première question que j'ai pour les intervenants, c'est le problème dans le bassin du Congo est plus une question de prendre soin que de financement. Les peuples autochtones et les communautés locales, qui sont les gens qui s'occupent des écosystèmes, font face à des décennies de pauvreté chronique. Comment est-ce que ces problèmes vont être résolus? Est-ce qu'il y a des intervenants qui auraient envie d'allumer leur micro et de répondre à cette question? C'est possible de répondre un peu à la question? Oui, je vais répondre à la question et Dorothée a levé la main. Alors, la question, c'est qu'un des plus gros problèmes auxquels les communautés font face en Afrique centrale, c'est la pauvreté chronique. Euh, Ils sont les intendants principaux des écosystèmes, mais donc comment est-ce que nous allons résoudre la pauvreté chronique, Dorothée? Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord compléter, madame, en dehors de la carbonisation que les communautés locales et peuples autochtones sont en train de faire, il faut aussi exploiter, il faut souligner l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle du bois. Il faut que ce secteur-là soit réglementé pour que nous ne puissions pas connaître les problèmes de la déforestation au niveau des pays du bassin du Congo. La réglementation doit souligner ça. Quel type de bois exploiter, quelle quantité du volume du bois. Et en ce qui concerne la pauvreté des communautés aussi, quelle est la rétrocession qu'on donne aux communautés? On exploite la forêt part et les communautés restent pauvres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est-à-dire que aussi appuyer les économies forestières portées par les communautés locales et peuples autochtones. Nous avons quand même des ressources qui peuvent nous fournir le bien-être, mais ces économies-là sont restées en marge, on ne les appuie pas. On ne les appuie pas. Et pourtant, ce sont des échos de bénéfices qui viennent de la forêt. Et comment organiser cette filière-là de la forêt à partir de nos États et à partir des pays du bassin du Congo. La forêt part et nous n'avons rien. Et il n'y a pas que ces charbons-là que nous ramassons, par exemple, les branches d'arbres qui tombent et tout ça, tout autour de la forêt et tout ça. Nous ne coupons pas. Nous avons conservé et préservé la forêt depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, la forêt part à cause de l'exploitation. Hein? Quel type d'hectare, quel type de bois on donne à ces concessionnaires-là, les exploitants industriels qui coupent les bois au niveau des pays du bassin du Congo et qui laissent la population dans une pauvreté extrême. Voilà ce que je pouvais souligner et surtout les femmes. Merci. Merci, Dorothée. Je vais passer la parole à Margot, si vous voulez répondre à cette question. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter aussi un élément par rapport à la déforestation, quant à l'arbitrage, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux pays de l'Afrique centrale? Il faudrait aussi veiller à la... Parce que nous savons que le bassin du Congo est riche en minerais
où nous avons les blocs pétroliers également. Il faudrait donc privilégier les espaces forestiers de communautés locales des peuples autochtones au détriment de carrés miniers et autres pour donc enrayer cette question de la déforestation. Mais il y a une question qui nous a été posée quant aux communautés locales et peuples autochtones pygmées qui vivent dans la pauvreté, mais avec la question de la lutte contre la déforestation, comment faire? Il faudrait donc appuyer ces communautés locales-là. Il y a des alternatives. Dans la forêt, ce n'est pas que le bois. Il y a d'autres ressources forestières qu'il faudrait donc appuyer financièrement les communautés locales dans la réalisation d'autres activités. Il y a de ces communautés locales qui ont, par exemple, des ressources, qui ont des escargots. On pourra peut-être les appuyer, aller dans le sens des cosmétiques, par exemple, des fabrications de produits à base de bave d'escargots. Donc, voir comment appuyer ces communautés locales avec des alternatives, où on a parlé de la production des cacao, la production des cafés, ça réduirait la pression sur la forêt. Merci. Merci, Marco. La prochaine question. Quels sont les programmes de politique pour la sauvegarde des peuples autochtones et des communautés locales et pour la conservation des forêts, notamment les processus REDD+, et quelles sont les lacunes qui empêchent la mise en œuvre des mesures pour faire avancer le bassin du Congo et la RDC? Oui, Emmanuel, allez-y, vous avez la parole. Et Euh, puis, nous allons donner la parole à Joseph. je vais dire deux petites choses. Je pense que l'enjeu ici est de mettre l'homme au centre de l'action, l'homme au centre de tous les investissements. Donc, c'est dans ce sens-là que va aussi cet appel de Belém. Quand vous analysez l'appel, vous allez trouver qu'il y a un élément important qui est martelé sur le développement des chaînes de valeur. Et comme un pays qui va co-faciliter le partenariat, au niveau du gouvernement congolais, il y a moins d'une semaine ou 2 semaines, un grand programme ambitieux a été adopté par les gouvernements intitulé La forêt, c'est nous, où il y a des forests. Donc, ça va dans le sens de l'initiative qui est actuellement lancée par nos collègues de FSC, Zamba Heritage, qui veut tout simplement dire que nous sommes nous-mêmes la forêt, c'est une identité que nous avons. Et dans ces programmes, il y a une composante importante qui sera focalisée sur le développement des filières, notamment autour des produits forestiers non lignés. Hein, je parle ici des forêts forestiers, des produits forestiers non lignés qui peuvent être développés, valorisés pour créer de la richesse pour les communautés locales. Notamment, un accent sera mis sur les chenilles, mais également aussi du miel. Et comme vous savez, c'est un produit, notamment le miel, qui est un produit important au niveau international, qui intervient dans plusieurs chaînes. Vous avez l'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire et tout ce qui va avec. Donc, c'est un programme qui a été adopté par le gouvernement et c'est ici l'occasion pour nous de pouvoir féliciter cet effort. Et nous avons appris aussi d'autres efforts qui sont développés, qui sont proposés déjà, qui sont déjà en laboratoire au niveau d'autres pays de la sous-région. Donc, pour me résumer, l'enjeu, c'est de mettre l'homme au centre de l'action pour que la conservation marche de pair avec le développement socio-économique des communautés. Donc, un peu pour aller dans l'approche MAB, Man and Biosphere, qui est développée aujourd'hui dans la plupart des réserves de biosphère. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel, d'avoir répondu à cette question. Je vais prendre une dernière question.
La dernière question, c'est comment est-ce que la déclaration de Belém peut être utilisée pour protéger la forêt dans le bassin du Congo par rapport aux menaces posées par l'extraction des ressources minières essentielles? Allez-y, Joseph, allez-y. Merci beaucoup. J'avais montré la main, j'avais plutôt levé la main pour la question précédente là. Ben, comme c'est une autre question, voilà, je crois que les États étaient encore mieux. Le doyen Emmanuel pour répondre à ça, mais en toutefois, on va quand même essayer. Je vais justement donner quelques aspects sur la conservation et comment les efforts des communautés reconnus, sécurisés légalement, peuvent être aussi des moyens réellement pour atteindre les objectifs de Belém, de l'action de Belém. Vous savez, nous avons beaucoup de politiques qui sont en cours. Si on prend par exemple le cadre mondial de la biodiversité avec la cible 3, qui demande aux États d'aller au-delà, de diversifier les formes de gouvernance des forêts. Au-delà des aires protégées, il y a les aires conservées par les peuples autochtones et les communautés locales, et comme aussi les autres moyens efficaces de conservation. Ça, ce sont des options qui sont importantes, où on responsabilise les communautés, on reconnaît ces espaces, et à travers ces espaces reconnus, les communautés peuvent développer beaucoup d'autres actions, éléments pour leur propre développement et le bien-être. Ça, c'est un aspect important que les communautés, on considère les espaces traditionnels, les sécuriser, leur donner la possibilité de ne pas les déstabiliser avec d'autres usages qui ont été évoqués, notamment le minier, le pétrolier, etc. Et c'est important. Et je suis très, très encouragé, et surtout si je prends le cas de mon pays, la République démocratique du Congo, avec beaucoup d'initiatives comme la forêt c'est nous, il y a le couloir vert Kivu-Kinshasa, la conservation dirigée par les communautés. Et si on fait la promotion de ça, c'est bien. Même si on peut développer des activités alternatives dans les zones des communautés, et s'il n'y a pas la sécurisation de ces espaces, on met encore d'autres usages, ça sera toujours des problèmes. Aussi, un autre élément important qu'on doit signaler, c'est que les États doivent aussi prioriser ces zones rurales où il y a les communautés. On parle des forêts, mais c'est la plupart des zones qui sont inaccessibles. Comment est-ce que les États investissent des moyens publics pour les infrastructures? Vous allez développer les chaînes de valeur dans quelle zone où on n'avait même pas la possibilité d'accéder avec une moto? Dans la plupart des infrastructures sociales, socio-économiques au niveau de nos pays ont des problèmes. Je crois qu'il y a cet aspect. Je profite également pour saluer et vous remercier pour ce dialogue qui est très important. On reconnaît les efforts des partenaires, les efforts de contributeurs, mais aussi des fondations. Je voulais revenir sur cet aspect des fondations. Il y a des fondations comme les autres qui ont fait vraiment un travail important, et aussi les mécanismes de financement spécifiques qui sont en train d'être développés pour les communautés et le peuple, en vue de développer ces alternatives, et aussi les systèmes alimentaires qui peuvent déjà réduire la déforestation. Merci. Merci, Joseph. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Nous sommes rendus à la fin de cette conversation, malheureusement. Je voudrais remercier chaleureusement tous nos intervenants. Et est-ce que nous pouvons leur offrir une ovation virtuelle, s'il vous plaît? Merci également au public pour sa participation active. Naturellement, un grand merci à nos partenaires et autres, la Fondation Ford, la Land Portal Foundation, la Tenure Facility. Ce fut un réel plaisir pour moi d'animer cet événement. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée ou nuit. Au revoir. Merci. Shokrani. Merci.